consulter un psy, c'est déjà se donner la possibilité de pouvoir être écouté autrement que par nos amis, nos proches. Les livres transmettent des enseignements, qu'un livre peut changer une vie. Avec l'amour de soi, est-ce que vous aimez ? Et quand on me répond « Oh ouais, ça va, bon, je m'aime bien », je sais qu'on n'y est pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que vous êtes le futur, et un futur qui peut être absolument formidable, lumineux. Ceux qui veulent arriver, ceux qui veulent à tout prix du succès, sont souvent des personnes. Bonjour Géraldine. Bonjour Déborah. Je suis ravie de te retrouver après tant d'années. Et moi donc. Voilà, nos débuts en radio, Ouais. où on était un peu bébé entrepreneuse, où toi tu étais déjà experte de ton sujet et moi que je découvrais. C'est des sujets comme l'hypersensibilité, les pervers narcissiques, aussi la violence, l'émotionnel, l'auto-maltraitance émotionnelle. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es psychopraticienne depuis plus de 20 ans. Presque 30 ans l'année prochaine. Ouais, non, tu vois, j'étais encore restée aux 20 ans. Bien sûr, tu es auteur de nombreux livres. Là, c'est le dernier qui est sorti, mais en fait, tu fais des bébés livres, ouvrages, presque une fois, voire 2 fois par an. C'est incroyable. Par an, oui. C'est vraiment incroyable. Et à chaque fois que j'en parle, je te cite parce qu'effectivement, il y a toujours une référence sur les sujets dont on va parler. Donc, bien sûr, on mettra les informations en bas de l'écran. Mais avant de commencer à rentrer dans les détails, notamment de l'ouvrage, j'aimerais que tu expliques ce que c'est vraiment ton métier de psychopraticienne, parce que certains se disent le psy ou le psychothérapeute, c'est pareil, alors que c'est pas pareil. Est-ce qu'il faut être fou pour aller voir un psy ou un psychothérapeute ? Est-ce que j'ai forcément des problèmes ? Tu vois, est-ce que tu peux nous définir tout ça ? Alors, il y a différents types de psychothérapeutes et différents types de psychothérapie. Il y a différentes écoles et il y a différentes formations. Donc, je n'entrerai pas dans ce détail-là parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Pour simplifier, je dirais que consulter un psy, c'est déjà se donner la possibilité de pouvoir être écouté autrement que par nos amis, nos proches qui ont des points de vue, un avis et qui projettent leurs croyances, leur vérité sur ce qu'on pourrait dire. Donc, consulter un psy, c'est se donner l'opportunité d'être écouté sans jugement, d'être accueilli dans ce que l'on est, tout ce que l'on est. Et il ne faut pas attendre de penser être fou, pour reprendre ce que tu disais dans ta question. Non, les psys, c'est pas pour les fous. Les psys, c'est pour tout le monde. Dès qu'on est en difficulté, en incompréhension sur ce qui nous arrive, en incompréhension sur qui nous sommes, quand on est dans des répétitions, des situations qui nous bloquent, des situations de souffrance, petites ou grandes souffrances. Aller consulter, c'est se donner la possibilité d'aller mieux, d'être entendu, d'être écouté, d'être accompagné, d'être aidé. Voilà, donc suivant les écoles, il va y avoir différentes façons pour le thérapeute d'intervenir, d'accompagner. Ça, c'est notre tambouille, je dirais. Voilà. Et donc, moi, je suis psychopraticienne. J'ai suivi de nombreuses formations de différents courants. C'est assez rare, c'est-à-dire qu'en fait, très souvent, les professionnels ont suivi un cursus toujours le même, avec une certaine orientation comme la psychanalyse freudienne ou jungienne, le courant humaniste, etc. Il y a différents courants, différentes approches. Moi, ce que j'ai aimé, c'est suivre différents courants, aussi bien aller apprendre un accompagnement plus thérapie comportementale et cognitive, et aussi bien en Gestalt, qui est l'art de la relation. En Gestalt, ce qui est thérapeutique, c'est la relation entre le patient et le thérapeute, et aussi la psychanalyse jungienne pour sa dimension plus symbolique, onirique, de l'inconscient personnel, collectif, et aussi une dimension plus spirituelle chez Jung. Donc plusieurs psychopraticiens, praticiennes peuvent avoir une manière de faire différente
Parce qu'en fonction de comment tu vas compléter ta pratique professionnelle, ça va faire une différenciation, mais il y a aussi ton histoire de vie. Moi, je la connais, on va essayer de le résumer pour ceux et celles qui nous écoutent. C'est ton parcours de vie, tes expériences qui t'ont amené aussi à accompagner notamment ces femmes dans des problématiques de vie. En effet, j'ai eu l'intuition en 96, donc très longtemps, il y a très longtemps, j'ai eu l'intuition un soir, je me souviens très très bien de ce jour, où je venais d'animer un groupe mixte, un groupe de parole, un groupe de thérapie, et où il y avait peu d'hommes, et où je sentais que les femmes se censuraient sur certains sujets. Et j'ai eu l'intuition qu'il était temps, qu'il était nécessaire de créer des groupes de parole uniquement féminins. C'était bien avant tout ce que nous avons connu, bien avant MeToo, bien sûr, bien avant les cercles de femmes qu'on peut connaître aujourd'hui. Et j'ai donc animé mon premier groupe de parole pour les femmes en 96, 97, 98, je ne sais plus précisément. Et après cette première expérience, les femmes réunies se confiaient avec tant de profondeur, d'intensité. Et j'ai senti aussi ce vers quoi nous allions et ce que les femmes attendaient, en fait. Et c'est comme ça que j'ai créé les groupes de parole pour les femmes. Et j'ai animé ce format pendant des décennies. Je me souviens. Parfois 3 par semaine, 3 groupes différents par semaine. Et c'est quoi les problématiques qui revenaient le plus souvent à l'époque, qui sont peut-être encore présentes maintenant? Est-ce que tu peux nous en parler? C'était les mêmes problématiques, sauf qu'à l'époque, comme on n'était pas informés comme nous le sommes aujourd'hui, tout ce qui concernait les violences conjugales, les incestes, les violences sexuelles, le harcèlement de rue, on n'avait pas de mots à l'époque. Ouais. C'était dit avec beaucoup plus de difficultés. Aujourd'hui, ce sont des thématiques que l'on connaît, dues à des faits divers navrants, mais qui, au moins, ont apporté de l'information, qui ont ouvert des débats, qui ont ouvert le champ et qui ont permis aussi que nous posions des mots. Et la différence aujourd'hui, c'est que les femmes vont aller plus vite dans la libération de la parole parce qu'elles se sentent autorisées par la société. Enfin, en tout cas, un peu plus autorisées. On ne sait pas encore gagner, mais bon. Il y a un petit pas après petit voilà, pas. Petit pas après petit pas. Puis on a des mots comme harcèlement de rue, attouchement, inceste. C'est plus tabou aujourd'hui. Parce qu'il y a des témoignages, des livres, des interviews, des articles. Enfin, voilà. Si on s'intéresse au sujet, on a très très vite l'information. Et donc, ça permet aux femmes de moins se censurer, d'être informées et de comprendre qu'elles peuvent poser des mots, elles savent quels mots. Et puis ensuite, je les aide à aller plus loin sur tout le processus de guérison et l'après aussi, qui est important. Donc le fait de plus en parler, il y a une évolution, une petite évolution. Est-ce que toi, tu vois une nette différence aujourd'hui? Est-ce que du coup, tes groupes ont évolué? Tu accompagnes les femmes de quelle manière? Comment ça se passe aujourd'hui? Les groupes ont évolué, en effet, avec moins de censure et la conscience de la sororité. Ça, c'est un mot qu'on n'avait pas, qui existe depuis toujours. Mais le mot sororité est apparu. Moi, j'y ai eu accès il y a de nombreuses années parce que j'étais dans cette dynamique de la libération de la parole des femmes avant qu'on mette ce mot-là. Et donc, je connaissais déjà cet esprit de sororité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les groupes sont différents. C'est-à-dire que très vite, très rapidement, je dirais dès la première séance, les femmes sentent qu'elles sont dans un espace de sororité, c'est-à-dire qu'elles sont entre sœurs, qu'elles sont dans un esprit de sécurité, voilà, de compréhension. Il n'y a pas de danger. On va se comprendre parce qu'on vit toutes plus ou moins la même chose, ou on a des copines qui ont vécu la même chose, des sœurs, des cousines, des amis. On est dans un environnement où on sait qu'on sera entendu et comprise.
Et ce sont des espaces qui plongent aussi leurs racines depuis la nuit des temps. Les femmes se réunissent finalement. Et donc, dans notre modernité, on a aussi besoin de retrouver ce terreau en fait, de partage, de communion, de communauté. On en a besoin pour pouvoir poser les mots et pouvoir aussi guérir nos blessures et y trouver la force. La sororité donne cette force parce qu'on se sent comprise, incluse, soutenue et portée entre femmes. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. Et pourtant, tu vois, dans certains réseaux d'entrepreneurs, certains peuvent avoir une vision différente. Alors, ce sont des hommes qui ne vont pas juger, mais qui vous donnent un avis. Et je l'ai déjà entendu de nombreuses fois. Ah, mais vous venez réunissez entre vous, là, vous mélangez pas les hommes. Voilà, et souvent je pense à toi quand j'entends ce genre de remarques et je me dis c'est pas grave, c'est peut-être un homme qui n'a pas rencontré la femme qui lui a fait comprendre les choses ou lui n'a peut-être pas entendu et c'est vrai et des hommes se réunissent moins entre eux à part peut-être pour des jeux d'argent, des choses comme ça mais c'est assez marrant le recul qu'on peut avoir là-dessus. Ce que je répondrais à cet homme, c'est que les hommes se sont réunis depuis des décennies tellement avec des confréries, des espaces pour les hommes, les clubs où on fume le cigare au 19e siècle, par exemple, qui existent encore aujourd'hui, probablement. En tout cas, à Londres, c'est ce qui se fait encore, je crois. Donc les hommes se sont beaucoup réunis, excluant les femmes. Donc je trouve que c'est assez juste que le balancier bascule de l'autre côté pour créer un équilibre. Il doit y avoir des espaces pour les hommes, il doit y avoir des espaces pour les femmes, des espaces de partage, de parole, et il doit y avoir aussi des espaces mixtes. Et il n'y en a pas un qui va faire de l'ombre à l'autre. C'est ça, l'égalité et le respect mutuel. J'aime bien parler de singularité. La tienne, ça serait quoi dans ton accompagnement quand on vient te voir? Parce qu'on sait qu'un thérapeute ou un expert de santé ou du bien-être, quand on va le voir, il y a déjà un feeling qui passe. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une magie, il y a une reconnaissance. Si on devait donner cette petite touche qui fait que tu différenciantes, ça serait quoi? Probablement la pluralité de mon approche, puisque j'ai été formée à différents courants. Aussi mon parcours de vie, qui plonge ses racines dans la spiritualité libre. Mon ouverture d'esprit, mon côté rebelle et ma générosité. Je sais en tout cas, c'est ce que les personnes qui viennent me consulter me disent. J'ai aussi, c'est ce qui m'a été rapporté, ce rapport à la vérité, à la transparence et à la clarté qui peut rendre aussi l'espace de thérapie plus libre pour l'autre. J'ai une certaine exigence aussi avec moi-même et je sais que j'aime créer un espace thérapeutique de profondeur. Ça ne veut pas dire que c'est lourd et dans le pathos, pas du tout. Profondeur, c'est vraiment être dans cette authenticité, cette vérité, cette qualité de présence où chaque être que je reçois est unique. Et je sais que les personnes n'ont pas forcément l'habitude de cela. Parfois, ils me disent vous vous souvenez peut-être pas de ce qu'on a échangé la dernière fois, alors que si, je me souviens de tout ce qu'on m'a dit. Comme si les personnes ne pensaient pas possible d'être accueillies dans toute leur unicité. Et même si je consulte plusieurs personnes dans une journée, chaque être est unique. Et je vais aborder son histoire, sa personnalité, sa problématique, comme si c'était la première fois pour moi, mais avec tout le référentiel et toute la formation et toute l'expérience que j'ai. Et aussi le fait que je considère cet être qui se confie à moi avec aussi une âme, pas seulement une psyché. Et ça, je trouve que c'est aussi extrêmement important pour moi, dans ma façon d'écouter, de lire en l'autre et de recevoir ce que cette personne me dit. Et c'est important aussi pour elle parce qu'elle se sent entendue et accueillie dans toute sa globalité. Pas seulement un mental, pas seulement un émotionnel, pas seulement un être social de tel âge, de telle fonction, de telle profession, mais telle aussi problématique. Voilà, de telle problématique, mais aussi une âme en chemin, en quête d'elle-même,
en quête de résolution de problèmes ou en quête de découverte de soi. C'est beau ce que tu dis parce qu'en fait, on peut avoir des problématiques récurrentes. Tu peux prendre 10 femmes qui ont eu des problématiques d'hypersensibilité, de violence conjugale ou d'hommes pervers narcissiques. Mais en fait, leur histoire et la manière dont elles vont aborder le problème et que toi, justement, tu vas aller accompagner fait que, effectivement, la personne est unique. Donc, tu te souviens de son histoire. Je voudrais parler de tes ouvrages, il y en a plein, et j'invite du coup tous les auditeurs qui nous écouteraient du coup à aller voir les références qui leur parleraient, parce qu'il y en a beaucoup. Le dernier, ton petit dernier, comme on pourrait dire, l'automaltraitance émotionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler? Je l'affiche à l'écran, il est disponible, hein? Oui. On est d'accord? Oui, Enfin, il est au moment en tout cas où on toutes les tourne, librairies. il est déjà disponible. Pourquoi cet ouvrage et aussi pourquoi tu as ce besoin? Moi, depuis que je te connais, depuis plus de 10 ans, c'est presque une nécessité d'écrire. Et je le ressens vraiment très fort chez toi, tu vois. Moi, j'admire parce que j'écris pour la communication, mais j'écris pas des ouvrages. Et toi, c'est vraiment cette sensation-là. Et après, tu couches sur le papier et vraiment, il y a ton âme, il y a tout toi qui est sorti. Donc voilà, plusieurs questions, mais en tout cas, tu peux nous en parler. L'idée de ce livre est venue quand j'ai fait des recherches pour le cahier d'exercices, 50 exercices pour sortir des relations toxiques. Tout à fait, je me souviens. Pour se libérer des relations toxiques. Ouais. Et j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des informations anglo-saxonnes avec le terme self-harm, emotional self-harm, qui veut dire auto-mutilation émotionnelle. Et je me suis dit, waouh, c'est fort. Ah ouais. Donc j'ai creusé l'affaire et je l'ai adouci avec la mention, le titre auto-maltraitance émotionnelle. Et donc l'auto-maltraitance émotionnelle regroupe un ensemble de comportements et de façons d'être en relation avec soi où on va se faire du mal à petite ou grande échelle. Ça peut aller du dialogue interne où on va se critiquer, se juger, trouver qu'on n'a pas fait assez bien, trop ceci, trop cela, à se mettre systématiquement dans des relations destructrices, ou bien faire les mauvais choix, ou bien s'auto-saboter. Le syndrome de l'imposteur, la procrastination sont aussi des actes d'auto-maltraitance émotionnelle. Et dans ce livre, je commence dans la préface par ce qui est arrivé à Will Smith quand en pleine cérémonie des Oscars, il n'a pas apprécié une blague faite par le meneur de cérémonie dont c'est le job de faire des blagues et qui s'est levé d'un coup, qui a traversé toute la salle, qui est monté sur la scène et qui a donné une gifle magistrale à ce meneur de cérémonie dont je ne me souviens plus du nom et qui a fait s'effondrer sa carrière et qu'il essaye tant bien que mal aujourd'hui de récupérer. Et cet événement a été aussi un des événements qui m'ont mené à l'écriture de ce livre. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un gars comme ça, qui est intelligent, carrière parfaite, personnalité, enfin voilà, formidable, qui sort du lot, qui a vraiment quelque chose, en une seconde, il fait exactement ce qu'il ne faut pas, surtout aux États-Unis, en pleine cérémonie des Oscars. Et dans cet exemple-là, parce qu'on pourra en donner plein, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a que lui qui y sera, mais pour toi, ton analyse, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et comment il aurait pu l'éviter? Alors, j'ai mené l'enquête et en fait, il s'avère que il a souffert d'un climat familial de violence. Son père tapait sur sa mère et il était meurtri de ne pas pouvoir sauver sa mère. Or, à la cérémonie des Oscars, le meneur de cérémonie fait une blague sur sa femme, sur la femme de Will Smith. Je me souviens. Et là, il a la possibilité d'agir, il n'a plus 5 ans. Et donc, il revit très certainement, c'est mon analyse, il revit très certainement une violence comme celle du père sur sa mère. Et là, il peut agir. Sauf que il n'a pas ce régulateur interne, cet instant, et peut-être pas assez d'estime et d'amour pour lui, pour se dire, attends, sous-peser en fait. Je sauve ma mère ou je me sauve moi? Ça, c'est une analyse très psychanalytique de la chose, mais qui, à mon avis, est celle-ci.
Et l'enfant intérieur a pris les commandes et il n'a pas pu avoir, parce que peut-être pas assez d'estime et d'amour pour lui, pour pouvoir se protéger lui d'abord. J'aime bien cette analyse parce qu'effectivement, alors c'est un exemple d'une personnalité qui est flagrante parce que comme tu le dis, il a une longue carrière, il a l'habitude, il a un jeu d'acteur, enfin, c'est étonnant sa réaction, c'est peut-être pour ça que ça fait le tour de la toile, parce qu'il y a la violence et il y a aussi le fait de la réaction. Donc dans l'histoire, est-ce que tu as d'autres histoires, d'autres exemples à nous raconter comme ça que tu abordes dans le livre sur des détails, parce que tu parles de l'amour aussi, de l'amour de soi, mais de l'amour aussi qui peut être autodestructeur, tu le mets, hein, donc est-ce qu'il y a des blessures d'enfance, des blessures de transgénérationnelles, enfin, est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, je dirais, en écoutant ta question, je me disais finalement, l'amour est central dans cette affaire d'automaltraitance émotionnelle. C'est-à-dire l'amour que l'on n'a pas pour soi, un amour suffisant, qui va bien au-delà de l'estime de soi. C'est-à-dire l'amour de soi, c'est pouvoir se donner préserver des espaces de sécurité, prendre soin de soi. S'aimer soi, c'est se respecter, prendre soin de soi. Et finalement, la problématique de beaucoup de choses, l'automaltraitance émotionnelle notamment, c'est une question d'amour que nous n'avons pas reçu, d'amour qui a été de nous-mêmes qui avons été mal aimés, malmenés. Et finalement, si nous avons perdu l'amour, que nous n'avons pas eu l'amour, et comment on nous a regardé, aimé, traité avec ou sans amour, démontré en tout cas, c'est ce qui va être déterminant pour la suite, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Heureusement, il n'y a pas de fatalité. On peut toujours travailler sur soi, explorer et guérir nos blessures, et surtout commencer ce chemin, ce voyage vers l'amour de soi, parce que pour moi, c'est un vrai voyage, l'amour de soi, parce qu'on en a une idée, et puis chemin faisant, on s'aperçoit que c'est bien plus vaste et bien plus grand que ça en a l'air. Mais en tout cas, l'amour de soi est la clé pour arrêter de se faire du mal, pour commencer à apprendre à se respecter et pour choisir ses partenaires amoureux, mais aussi ses partenaires en amitié et aussi ses collaborateurs, ses collaboratrices, enfin tout. C'est-à-dire que si on stoppe la reproduction de la maltraitance, du coup, on arrête de s'auto-maltraiter. Si on commence à rentrer en relation avec soi, à avoir confiance en soi, à s'estimer, mais surtout à s'aimer véritablement, eh bien, ça va avoir une influence positive sur toute notre vie parce que nos choix vont pas être les mêmes. On va pas s'entourer des mêmes personnes. On va poser les limites et oser revendiquer quand les limites ont été dépassées. Bref, on va pouvoir compter sur soi, on va pouvoir devenir sa meilleure amie ou son meilleur ami. On va pouvoir enfin compter sur soi pour prendre soin de soi et tout autour va pouvoir se réaligner en fonction de cette rencontre, enfin, en fin de compte, avec soi-même. Et pour arriver à tout ça, est-ce qu'il faut des années d'expérience, vivre plein d'expériences, ou au contraire trouver les bonnes personnes et arrêter les schémas? Tu sais, il y a plein de personnes qui ont des définitions. Toi, tu es la sachante aujourd'hui, tu es l'experte, donc on veut avoir ces justes mots, ces solutions. Certains diront non, il faut que je fasse 20 ans de thérapie pour comprendre. Au contraire, d'autres vont vivre plein d'expériences et ils vont s'en sortir à la énième expérience. Ça serait quoi? Il n'y a pas de définition. Alors, il n'y a pas de définition. Moi, ma façon d'accompagner les personnes repose sur toutes mes années de vie personnelle, bien sûr, mais aussi toutes les formations que j'ai faites. Et donc, ce que je propose dans mon accompagnement, c'est un melting pot de tout cela qui permet d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai su tirer le meilleur et l'essentiel de plusieurs courants d'accompagnement. Et c'est ce qui s'incarne en fait dans ma façon d'accompagner aujourd'hui. Donc ça ne prend pas 20 ans comme ça aurait pu prendre avant 20 ans. Donc ça va beaucoup plus vite.
Cependant, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau non plus. Il y a aussi le temps qui nous est nécessaire et ce temps-là, il est vraiment différent pour chacun. Ouais. Je dirais qu'on a notre psychochronobiologie, c'est-à-dire qu'on a notre temps psychique d'intégration, de compréhension qui va être différent pour chacun. Et aussi l'amour de soi, je pense que finalement, c'est presque l'œuvre de toute une vie parce que nous sommes tellement bien plus que ce que l'on croit. Tellement plus vaste, tellement plus riche, en constante évolution, que se rencontrer et s'aimer, c'est comme parcourir un pays immense. Il faut du temps pour découvrir, pour appréhender, pour aimer des parties de soi. Mais le jeu en vaut vraiment, vraiment la chandelle parce que au bout du chemin, et même bien avant d'ailleurs le bout du chemin, en cours de parcours, je dirais, nous attend plus de paix, plus de sérénité, du recul face aux choses, face à ce qui nous arrive, une sagesse au sens noble du terme, une vraie sagesse. Voilà. Est-ce qu'on est tous avec ces blessures-là? Est-ce qu'il y a des fois il y a un peu d'injustice? Tu sais, on n'a pas tous ces mêmes blessures. En tout cas, là, tu parlais de l'amour. Est-ce que c'est notre famille dans laquelle, famille de naissance, je parle, où on est? Est-ce que toi, tu as un petit peu creusé ces aspects-là? Est-ce que tu as vu des éléments qui pouvaient, ou au contraire, il n'y a pas de règle, encore une fois? Par rapport à l'impact que ça peut avoir sur chacun, c'est-à-dire d'où l'on vient, notre environnement familial. Je pense au transgénérationnel, etc. Les études prouvent que nous ne sommes pas égaux en termes d'impact psychologique et que selon les études de Boris Cyrulnik, ça remonte à pendant la vie intra-utérine et les semaines et mois qui vont suivre la naissance, la connexion qu'il va y avoir dans cette relation si particulière où la mère et l'enfant fusionnent. Cette connexion, elle va créer un ensemble de connexions neuronales, alors que quand nous sommes tout bébés, c'est même pas une éponge que nous sommes, on absorbe tout s'imprime en nous à une vitesse grand V maximale. Et donc, l'harmonie relationnelle qu'il va y avoir entre la mère et l'enfant va créer des connexions neuronales, des sécrétions hormonales qui vont préparer le terrain. Et s'il y a rupture, cassure, déconnexion, parce que la mère, par exemple, est profondément déprimée, ou qu'elle vient d'œil, ou qu'elle est dans un environnement violent, ce qui va circuler entre la mère et l'enfant va le capter. S'il y a séparation avec la mère, ça va créer un trauma. Et donc oui, on est là, il y a une inégalité en fonction de notre histoire de tout début. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui va se passer ensuite, que ce soit provenant de notre mère ou d'une autre figure d'attachement, l'amour qu'on va recevoir va pouvoir rééquilibrer les plateaux. Donc finalement, on voit que c'est encore une histoire d'amour qui est au centre de tout ça, et de notre destinée du début à la fin. Et il y a, oui, une inégalité en fonction de ce que l'on a vécu. Il y a une inégalité aussi en fonction de nos capacités de résilience. Cependant, nous sommes tous égaux concernant les bienfaits d'un travail sur soi. Et ça, c'est rassurant. Et voilà, parce ça que c'est important. Certains pourraient dire... Je suis née d'une famille dans telles conditions, telle histoire. Moi, au contraire, dans une très bonne famille. Et en fait, de toutes les rencontres, de tous les échanges qu'on a pu avoir et d'autres, on a tous les clés pour pouvoir évoluer. Forcément, des fois, c'est un peu plus difficile au départ, mais on a cette possibilité encore plus avec des accompagnements comme le tien, encore plus par tout ce qu'on diffuse comme aujourd'hui. On peut prendre conscience. Et c'est un des points positifs de nos années, tu vois, versus 2010, 2009, versus 2025. On a vraiment ça. C'est ce que tu dis au départ. Il y a une prise de conscience où il y a cette sororité pour les femmes, mais de manière générale, les mentalités évoluent. Donc c'est plutôt dans le bon sens.
Absolument. Les personnes sont de plus en plus informées. Cependant, c'est vrai que beaucoup se disent qu'avec l'histoire qu'ils ont eue, ça ne va pas être possible d'aller bien. Si, c'est possible. Et ce qui est important, en tout cas, moi, je m'inscris dans cette lignée de la notion de relation thérapeutique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une objetisation, c'est-à-dire une relation à l'objet, beaucoup. Notre société crée une relation à l'objet. Et ce que je peux observer, c'est que les patients considèrent souvent le thérapeute dans sa fonction technique. Or, un accompagnement réussi repose avant tout, pas seulement, mais avant tout, sur la relation et la qualité relationnelle. Est-ce que je me sens bien avec mon praticien? Est-ce que je me sens libre de tout lui dire? Peut-être pas tout de suite, mais ça va prendre un peu de temps. Mais à un moment donné, est-ce que je me sens vraiment dans ce confort, cette sécurité? Est-ce que je me sens comme avec un bon parent, celui peut-être que je n'ai jamais eu, ou un frère, une sœur aînée, hein, ce représentant qui m'a manqué, ou bien un mentor, et où je me sens accueillie, pas jugée, et acceptée, entendue, pardonnée parfois pour ce que je m'inflige. Hein, c'est cette notion, tu vois, qui est d'une profonde compassion et d'une profonde bienveillance. Ça, c'est un puissant outil thérapeutique. Donc la relation avant toutes les techniques. En tout cas, moi, je m'inscris vraiment dans cette lignée-là. Et c'est ce que toute personne devrait se dire et se souvenir. La relation humaine. Et elle disparaît parfois derrière notre modernité et nos relations aux choses, aux techniques, aux fonctions. L'ère, je dis l'ère, c'est déjà implanté, en plein dans la robotisation et dans l'IA, dans le rapide, où j'ai l'impression, mais encore une fois, c'est toi qui me diras si je fais fausse route, qu'on revient encore plus à ce temps de pause. Regarde, on est sur un format qui est long, qui permet le temps de parler, et plus qu'avant, j'ai l'impression qu'il y a ce détachement qui se crée entre le très vite, la frénésie, etc., qu'on consomme et qu'on utilise nous-mêmes pour notre communication. Mais à l'inverse, ce retour ce temps de parole, ce temps d'échange, cette relation qui est sincère, qui est humaine. Et j'ai jamais vu autant de personnes parler d'humain dans l'ambiance professionnelle, tu vois. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et est-ce qu'il y a des personnes avec des problématiques en dehors du genre qui sont venues et que tu n'as pas pu accompagner? Et si oui, pourquoi? Bien sûr, des personnes qui étaient dans des états psychologiques qui entrent dans le champ de la psychiatrie, mais ça peut être une dépression extrêmement profonde. Et encore que, si on travaille en binôme, en trinôme, avec un médecin généraliste, un psychiatre et moi, voilà, là c'est possible. Les personnes que je n'ai pas pu accompagner étaient éventuellement donc avec des pathologies psychiatriques qui ne relevaient pas de mon champ de compétences et d'accompagnement. Des personnes avec qui le courant ne passait pas, tout simplement. Et c'est OK, parce que c'est comme dans la vie. Et ça, c'est hyper important, surtout avec mon approche de l'importance de la relation. Et ça va dans les deux sens, parce que ça aussi, on oublie que le praticien aussi choisit. Et ça, je le dis parfois aux personnes qui se déconsidèrent et qui ont l'impression que je travaille avec elles parce qu'elles ont juste pris un rendez-vous ou une succession de rendez-vous. Et je leur dis, n'oubliez pas, moi aussi, je vous ai choisi. Rien que cette phrase. Moi aussi, je t'ai choisi. J'adore. C'est fondamental. Enfin, ça peut être extrêmement puissant pour suivant la vie qu'on peut avoir eue. Donc, en tout cas, s'il y a une antipathie réciproque, on ne va pas travailler ensemble, bien sûr. Oui, puis ça ne sera pas bonne thérapie pour la personne. Bien sûr, la magie ne va pas opérer, parce qu'il y a aussi un petit peu de magie dans tout ça. Tout ça n'est pas que de la technique, comme je le disais. Les personnes que je n'ai pas pu accompagner sont des personnes qui n'étaient pas vraiment engagées aussi avec elles-mêmes et dans le processus, qui n'étaient pas prêtes. Il y a aussi
un temps où on va être prêt. On peut avoir peur. Et donc, il y a des personnes qui vont revenir me voir parfois des années plus tard, qui auront eu une consultation avec moi, qui ont eu très, 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 très peur. Oh là 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 là. Parce qu'on peut avoir peur de se rencontrer, en fait. On a très peur. Je pense que c'est peut-être même la plus grosse peur. C'est ça. C'est pas d'ouvrir le placard sur des trucs enfouis ou sur nos dimensions sombres de nous-mêmes. C'est surtout nous rencontrer. On a très peur de se rencontrer. Certainement parce que inconsciemment, on sent qu'on ouvre la porte sur bien plus vaste, comme je le disais tout à l'heure, bien plus vaste que ce que l'on pense être. Ça peut être assez impressionnant. Et puis, quand on se rencontre, notre vie peut changer. Et ça peut aussi faire peur. Et donc, il y a des personnes que je n'ai pas pu accompagner parce qu'elles ne m'ont pas laissé la possibilité. Et pour revenir à l'automaltraitance émotionnelle, j'en parle dans le livre. Il y a des personnes qui sont dans un processus thérapeutique formidable et à un moment donné, elles se tirent une balle dans le pied. Pourquoi ? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un espace de bientraitance. C'est pas possible d'avoir moi ou d'autres, en tout cas en l'occurrence là dans cet espace-là, c'était moi, qui prennent soin, qui accompagnent, qui regardent avec bienveillance, compréhension, qui fassent attention à ces personnes, qui veillent au grain, je veux dire. J'ai toujours l'œil comme une mère, en fait. J'ai dit, tes livres, c'est des ouvrages et tes patients. Ce sont aussi mes petits, parfois. Je veille à ce que les personnes ne se rapprochent pas trop du ravin. Et si c'est le cas, je leur dis, regardez où vous marchez. Je ne fais pas le travail pour eux, mais j'ai l'œil. Et pour certaines personnes, ça n'est pas possible que quelqu'un les aime comme ça, inconditionnellement. C'est finalement... Alors, c'est conditionné de par l'espace thérapeutique, mais c'est inconditionnel au sens où ces personnes, je ne les connais pas. C'est pas ma sœur, c'est pas mon frère, c'est pas ma copine. C'est un être qui vient me consulter pour que je l'accompagne. Et je le fais avec toute mon humanité. Et cette force thérapeutique peut faire peur à quelqu'un qui ne s'aime pas. Je ne suis pas à la hauteur pour recevoir ça. C'est quoi s'aimer, justement, tu vois, il y a ça qui me vient spontanément. S'aimer, c'est pas regarder une photo sur les réseaux sociaux et dire je suis bien maquillée. Non, mais tu savais que j'allais dire ça. Je voudrais que tu nous le définisses parce que c'est important dans cette ère où, justement, avec l'IA, on a beaucoup de fausses informations, on a beaucoup de trafiqués. C'est quoi vraiment s'aimer ? Oui, alors l'amour de soi, c'est en effet pas un amour de narcissique. Alors, merci de l'avoir dit. C'est bien d'avoir un bon narcissisme. Un narcissisme sain est nécessaire pour notre estime de nous. Ça constitue et fait partie d'un moi solide. Donc un moi solide, un centre psychique stable est habité d'un bon narcissisme. L'amour de soi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la relation à soi-même. Ça n'est pas seulement l'image qu'on se donne à nous-mêmes, ni l'image qu'on donne à voir aux autres. Souvent, pour tester, pour voir où en est la personne qui me consulte, à un moment donné, je lui dis, et suivant aussi ce qu'on aborde, mais où en êtes-vous avec l'amour de soi ? Est-ce que vous vous aimez ? Et quand on me répond « Oh ouais, ça va, bon », je m'aime bien. Je sais qu'on n'y est pas. Et je sais que la personne ne sait pas ce que c'est que l'amour de soi. Et c'est OK. Ça m'indique ce que je vais pouvoir lui permettre de découvrir, le chemin qu'on va pouvoir arpenter. Donc l'amour de soi, c'est la relation à soi. C'est se parler gentiment. C'est se donner des objectifs atteignables, c'est se pardonner de procrastiner, c'est se dire qu'on mérite, c'est se faire respecter, c'est oser dire non, c'est savoir à quoi on dit oui, c'est être doux avec soi. Chaque fois qu'on se critique d'un comportement, d'une erreur
ou qu'on se critique quand on se regarde dans le miroir, se reprendre, comme on le ferait avec sa meilleure amie, et se dire « Hey, C'est pas grave. c'est pas grave. Tu es déjà parfaite dans ton imperfection. On est tous parfaits dans notre imperfection. » Ça, c'est extrêmement important de s'en souvenir. Dans une société de la performance, on est sans arrêt en train de vouloir être plus que ce qu'on est, alors qu'on ne sait pas qui on est. Et déjà, se rencontrer permet de savoir qui on est et ainsi de pouvoir se proposer des défis, des évolutions, des avancées qui seront en cohérence avec nos besoins, avec notre sensibilité, avec notre vision du monde, avec notre philosophie. C'est ça, s'aimer. C'est prendre soin de tout ce que l'on est. Et souvent, certains ne nourrissent pas la bonne définition. Non. Ils sont dans la performance et non pas dans l'amour de soi ou la connaissance de soi. Je dirais que c'est pour compenser une mésestime de soi. Parce qu'il y a beaucoup, finalement, si on regarde avec cette grille de lecture, de se dire, et si, et c'est le cas, hein, et si les gros égos, la chasse au succès, le c'est jamais assez bien, et si c'était pour contrebalancer une mésestime de soi? Bien sûr, c'est ça. Tu as un exemple à nous citer? Moi, j'ai un exemple qui me vient, mais... J'ai pas d'exemple, si ce n'est l'explication de pourquoi certaines superstars, cinéma, show business, peu importe, les superstars, pourquoi il y a des superstars qui font des grosses dépressions, qui ont des gros craquages. C'est pas parce qu'ils ont travaillé trop, c'est pas du burn-out. C'est que remplir des stades de fans fous d'amour pour nous n'est pas suffisant. Tellement on ne s'aime pas. Ça ne peut pas compenser notre détestation de nous-mêmes. C'est ce qui a pu nous mener à devenir superstars, mis à part le talent, bien sûr. Mais c'est ce qui peut, chez certaines personnes que l'on appelle des arrivistes, ceux qui veulent arriver, ceux qui veulent à tout prix du succès, sont souvent des personnes qui cherchent à compenser un manque d'amour reçu et donc un manque d'amour de soi. Et quand on commence à se rencontrer et qu'on commence à être en paix avec soi, on n'a plus le même rapport au succès. On peut toujours avoir du succès, toujours remplir des stades de France, mais on n'aura pas le même rapport au public, à nos prestations, au succès. Ça va être différent. Et d'ailleurs, cette distance va être beaucoup plus saine et on ne se brûlera plus les ailes. Ça me fait penser aux entrepreneurs. Pareil. Tu vois, finalement, certains veulent absolument être concurrents, faire comme si, acheter telle structure, grossir la structure, etc. Mais finalement, ce qui nourrit l'enfant intérieur, on y revient toujours, hein, qu'est-ce que l'enfant intérieur veut vraiment ? Et j'en vois plein d'exemples. En fait, je t'écoutais et il y avait plein d'exemples qui défilaient devant mes yeux en me disant, mais oui, finalement, ou alors qui se regardent en disant, j'ai fait le plus gros chiffre, hein, ou alors j'ai la plus grosse maison ou la plus grosse équipe, etc. C'est souvent ça. Je dis pas que c'est pas bien, c'est peut-être leur souhait, leur vision, etc. Mais est-ce que finalement ça les a nourris? Parce que tu parles du burn-out, il y en a plein d'entrepreneurs au bout de 2-3 ans qui pètent en vol, comme nous on dit un peu dans le jargon. Exactement. Et c'est ça qui se passe. Tout à fait. Alors, je vais dire un poncif, les personnes sont plus dans l'avoir que l'être. Exactement. Bon, ça, on connaît ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, être plus dans l'avoir que l'être? Si on ne s'aime pas, si on ne s'est pas rencontrer, c'est difficile d'être. C'est quoi être? Être sans l'image sociale, médiatique que l'on renvoie. Souvent, il y a des personnes qui pensent que si j'écris autant, si j'accepte les interviews, c'est parce que je suis dans cette quête du succès. Pas du tout. Moi, je crée comme je respire déjà. Et puis, je sais depuis tellement jeune ce pourquoi je suis venue. Je ne fais que réaliser ce pourquoi je suis venue. La vie, de toute façon, m'a amenée
à tous ces endroits où je suis. J'ai pas défoncé les portes. J'ai envoyé à l'univers parfois des vœux, comme par exemple rencontrer mon premier éditeur. Euh, D'ailleurs, c'est pas moi qui voulais écrire, c'est mes patients qui voulaient que j'écrive. C'est ça C'est fou. Quand je dis que la vie nous amène, et que c'est pas nous avec notre ego qui choisissons. C'est mes patients qui, je les revois en te parlant, qui me disaient « Et alors, c'est quand vous écrivez un livre ? Mais vous avez tellement de choses à dire. » Ils savaient avant moi ce que j'avais à dire. Et je me revois dans l'avion, en revenant des vacances, à regarder les nuages et à me dire « Ah ouais, j'écrirais bien, j'ai plein de choses à dire, c'est vrai. Mais je ne le ferai que si j'ai un contrat avec un éditeur, parce que sinon, je vais toujours reporter au lendemain. » Et pour la petite histoire, il s'avère que quand j'ai atterri, j'avais un message qui m'attendait d'un éditeur qui me proposait mon premier projet. Tu fais la demande, ça arrive. J'ai fait la demande, c'est arrivé. Et après c'est le plaisir de transmettre. Oui. Et ensuite, que c'est du succès, pour moi, ça ne vient pas remplir mon narcissisme. Ça me fait plaisir. Je suis humaine, pour tout le monde, bien sûr. Normal. Mais c'est surtout que les lecteurs me disent « continue ». C'est ça dont on a besoin. En fait, on voit la différence entre l'être et avoir. Ouais. Je veux avoir du succès pour que ça vienne compenser ma blessure narcissique, ma faille narcissique et mon manque d'amour de moi. Ça, c'est une chose. C'est différent que j'ai envie de faire les choses parce que j'ai envie, pour ma part, de transmettre au plus grand nombre des choses que j'ai comprises. Parce que je sais que les livres transmettent des enseignements, qu'un livre peut changer une vie. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de toucher les cœurs, en fait, et toucher les personnes qui ne peuvent pas me rencontrer pour X raisons. Et si on aime ce qu'on fait, qu'on est porté comme une sorte de grâce, en fait, eh bien, le succès arrive de facto. Et donc, on n'a pas cherché à l'avoir. C'est quelque chose qui rentre en écho avec une intention qui était, allez, osons dire, pure d'une certaine façon, ou en tout cas profondément connectée à notre âme, à qui nous sommes profondément. Petite, tu pensais que tu allais devenir une référence dans ton domaine d'écriture, une référence dans ta thématique, de manière générale, hein. Est-ce que tu aurais imaginé ça ? Oh non. Ma mère, oui. Je pense que ma mère était clairvoyante. Ouais. Au sens technique du terme. Oui. Et j'ai toujours pensé, c'est ma mère elle-même, c'est pour ça. Mais maintenant, avec les années, je pense qu'elle voyait des choses. D'ailleurs, à plusieurs reprises, elle me l'a confirmé. Ça me dérangeait beaucoup parce que c'était inconfortable parfois qu'elle voit si clair. Mais oui, elle le savait. Je n'en ai jamais tenu compte. C'est qu'aujourd'hui que je me dis « waouh, quand même ». Non, je me doutais pas. Par contre, je savais très jeune que j'aurais un parcours différent, hors norme. Oui. Peut-être parce que j'ai grandi dans une famille hors norme aussi. Mon grand-père était producteur de cinéma, ma grand-mère professeure d'art dramatique. Mes parents se sont connus à un cours de théâtre. J'ai grandi sur les planches. Voilà. Donc ça crée un terreau fertile. fertile à être un peu différent et surtout pleine de créativité. Mais non, j'anticipais vraiment pas mon parcours. J'ai fait au gré de mes inspirations, de mes envies, de mes appels et de ce que la vie me proposait. J'ai reçu, en revanche, et choisi ce que la vie m'a proposé parce que je suis convaincue qu'on choisit aussi. On a des rendez-vous et on choisit les deux. Prends les droite ou gauche. Oui. C'est un peu ça. Tu restais ouverte. C'est un peu ce qu'on pourrait aussi transmettre. C'est faire des choses qui nous passionnent, mais aussi être à l'écoute, laisser un peu un temps, en préparant notre interview, on sait ce qu'on disait, laisser un peu ce temps de ralenti qui nous permet de créer, d'être à disposition de ce qui s'entoure. Et on ne parle pas de spiritualité, on parle vraiment de choses concrètes, d'être juste là pour sa famille, pour son compagnon, pour ses enfants, pour son associé, etc. Ouais. C'est aussi ça qui est important. On dit que, en préparant un livre, j'ai approfondi cette question.
La créativité vient avec l'ennui. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on ralentit et qu'on n'est pas surchargé d'informations, d'actions, ouais. Et à un moment donné où ce temps, cet espace, cette respiration, c'est là que commence à jaillir le processus de créativité. Donc en effet, le ralentissement, se poser, prendre le temps, ça permet d'avoir des idées, quel que soit le domaine, pas seulement créatif. Tous les domaines où on va avoir des idées. Ouais. Donc l'ennui, le ralentissement en tout cas, créer de l'espace permet que jaillissent des idées. Est-ce qu'il y a des choses justement que tu aurais fait différemment sur ton parcours? Si tu avais une baguette magique là, tu changes une chose, ce serait quoi? Peut-être rien, hein? Je te fais travailler aujourd'hui. Pas grand-chose. Hein. Ouais. Je suis assez en accord avec mes choix. Tu gardes tout. Je fais des erreurs. Hein, oui, mais c'est ça qui t'ont permis de progresser aussi. Ah oui, j'ai appris, bien sûr. Mais toutes mes rencontres qui sont bien finies ou mal finies, ah non, je ne changerai pas. Non, parce que, par exemple, je pense à des profondes déceptions essentiellement amicales. Je crois que mes blessures relationnelles d'adultes sont davantage des blessures amicales qu'amoureuses. J'aurais parié le contraire. Mais... Eh ouais, moi aussi. Ouais. Bah non. Avant, j'aurais peut-être dit ça, mais non. Je pense que les blessures les plus profondes que j'ai eues, elles sont venues d'amis. Eh bien, si j'avais à refaire, je refais parce que ce qu'on a vécu avant était tellement formidable. Ouais. Ah oui. Et j'honore ça. Et on m'a trahi, hein. Mais j'aime toujours ce qu'on a vécu parce que je sais que ces personnes qui m'ont fait du mal, elles l'ont fait pour plein de raisons. Alors, ça ne les excuse pas parce que dans leur libre arbitre, elles ont choisi ce mode opératoire, si je puis dire. Mais le bagage psychologique, peut-être le bagage karmique, ont fait que ce qui s'est passé ainsi. Et moi, eh ben, j'ai tellement grandi. Donc non, je ne changerai rien. Rien. Pas une seconde. Et si tu avais un mot à donner à la petite Géraldine d'il y a 10 ans, enfin de l'âge de 10 ans, pardon, qui pourrait l'aider quand elle serait plus grande, on sait ce que disaient nos grands-mères, quand tu seras plus grande, tu lui dis quoi aujourd'hui? Tu n'as pas idée de qui tu vas devenir. C'est joli. Voilà. Le message était là. Voilà. Je serais allée plus loin, mais on est assez dans l'émotionnel là maintenant. Les jeunes générations, tu leur dirais quoi comme conseil? Tu leur donnerais quoi comme conseil? Évidemment, ils vont entendre. Après, ils vont ne pas entendre certaines choses. Tu auras envie de leur dire quoi? Toi comme moi, on n'a pas d'enfants, mais en fait, nos projets font qu'on a des enfants. Et on en a beaucoup. Oui. En mode mère qu'on pourrait être, tu voudrais leur donner quoi comme conseil sur... J'adore la jeune génération, les jeunes générations. Je les aime vraiment, vraiment. Ils sont venus beaucoup à moi avec l'écriture des hypersensibles spirituels. Je les ai vraiment rencontrés lors de signatures. Et je les aime profondément parce que ils ont une sensibilité, un état de conscience que les générations d'avant n'avaient pas. C'est le cas pour toutes les générations qui se suivent. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on leur laisse une planète et un monde dans un état qui est celui qui est aujourd'hui, en crise transformationnelle. Je les trouve super courageux. Et surtout, ce que j'ai envie de leur dire, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que vous êtes le futur et un futur qui peut être absolument formidable, lumineux, parce qu'une grande partie des jeunes actuels sont porteurs d'une sensibilité et d'une humanité qui peut faire changer toute la donne dans la société, parce que c'est eux qui vont voter, c'est eux qui seront
à la tête, si des gouvernements dans le futur existent toujours, parce que moi je suis convaincue que ce que nous sommes en train de vivre, ça va être différent plus tard. Il y a beaucoup de systèmes qui ne fonctionnent plus. C'est eux qui vont créer des nouveaux systèmes plus horizontaux, plus dans l'altérité, dans le respect du vivant bien sûr. Et donc moi j'ai envie de leur dire, tenez bon, ne lâchez pas. En tout cas moi je compte sur vous parce que vous êtes déjà l'incarnation de ce futur que je vois, que l'humanité pourrait co-créer si l'humanité prend le bon tournant. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, qui peut paraître assez effrayant, assez sombre, c'est aussi pour nous réveiller, nous, mais créer une sorte de soubresaut bénéfique. Et la jeune génération, ils ont cette sensibilité, cette conscience. Donc ne lâchez rien, vous êtes vraiment super et merveilleux. Moi, je compte sur vous, en tout cas. C'est un peu le mot à transmettre. Ah oui, ne lâchez rien. Ce serait ça. Ne lâchez rien. Et si tu avais un vœu à faire pour un peu conclure notre entretien aujourd'hui, une pensée, une forte pensée qui te permettrait justement de projeter cette réalité, ça serait quoi ? Ce qui me vient là spontanément, c'est ce que je dis souvent dans mes animations de groupe et dans spécifiquement un cycle que j'anime régulièrement. Ce à quoi on porte attention, on lui donne de l'énergie. Attention à ce à quoi on porte de l'attention. Si on pense trop au négatif, à la noirceur du monde, on donne de l'énergie à la noirceur du monde. Si on donne trop d'importance à des comportements négatifs autour de nous, eh bien, on va donner de l'énergie à ces personnes. Et donc, ce à quoi nous portons attention, on le fait exister. Et donc, je suis convaincue de la force de la pensée, je suis convaincue de la force de nos intentions. Et pour ces personnes qui se sentent impuissantes face au monde, je leur dis souvent ça. Vous êtes un grain de sable qui fait partie de la plage, vous faites partie d'un tout, et la façon dont vous allez orienter vos pensées, ce à quoi vous allez porter attention, c'est aussi votre façon de poser votre pierre à une dynamique collective. Plein de bonnes intentions, c'est un peu dans tout ce que tu as dit là aujourd'hui. Si chaque personne voyait le côté verre à moitié plein qu'à moitié vide, ou vice-versa, moi je vois toujours qu'il est à moitié plein, mais ça c'est encore autre chose. Aussi. Voilà. Et bien ça permettrait, et en tout cas, il y a plein d'astuces, de solutions. On n'a pas forcément, on fera un autre épisode axé sur des sujets comme l'hypersensibilité, l'hyperintensité qu'on a longtemps abordé. C'est prévu, voilà, c'est un peu le teasing, parce que je sais que c'est dans la boucle, on pourra l'aborder, mais ça c'est vraiment ton dernier bébé qui est d'époque, j'ai envie de dire, parce qu'on est vraiment dans cette fausse croyance, tu vois, sabotage, auto-sabotage, culpabilité, là où on n'a jamais autant communiqué, où les personnes sont de plus en plus mal dans la société. Absolument. Et ce qui a aussi motivé l'écriture, ce qui m'a motivée dans l'écriture de cet ouvrage, c'est que je suis convaincue que d'arrêter de se faire du mal, c'est donc arrêter de s'infliger une violence. Et c'est se permettre d'entrer dans une dynamique de non-violence. Et si on arrête d'être non-violent, si on arrête d'être violent avec soi, si nous sommes non-violents avec nous-mêmes, nous insufflons aussi dans la société une posture de non-violence. Et c'est un leitmotiv, une pensée que je diffuse aussi dans de précédents ouvrages, notamment, je crois, dans les hypersensibles spirituels ou un autre. Je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'en effet, les gens sont en grande souffrance, ils se font beaucoup de mal parce que nous sommes dans une société violente aussi. Mais si on commence par s'apporter une paix, on va changer nos interactions. Et ça va avoir... Moi, je crois beaucoup aux effets boule de neige comme ça. Les effets dominos entre individus. Donc, si je commence à être en paix avec moi-même,
je vais changer mes interactions, je vais diffuser autre chose autour de moi. Et ces personnes, je vais peut-être les inspirer et elles vont à leur tour avoir aussi une posture différente. Et à leur tour, elles vont peut-être inspirer quelqu'un d'autre. Et ça peut changer la donne sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. Toutes ces informations dans le dernier ouvrage, bon, je ne vais pas spoiler, donc on a dit déjà des maximum d'informations. Sur ton site, géraldipreuxgigant.com, on l'affichera en bas de l'écran, Ouais. si je ne me trompe pas. Oui. Et puis on mettra les références des ouvrages pour ceux qui sont intéressés. Et puis des petites vidéos qui arriveront bientôt sur des sujets un peu sensibles, on va dire. Oui. Hein. Ouais. Et avant de te laisser, j'aime bien laisser le mot de la fin, donc je te laisserai conclure notre échange sur un avis, un coup de cœur, un coup de gueule, ce que tu as envie de dire, transmettre pour conclure. Toujours la même chose, c'est-à-dire que je n'aurai de cesse d'inviter chacun et chacune à commencer ce fabuleux voyage de la rencontre avec soi-même, parce que être en paix avec soi, c'est l'accès, alors non pas au bonheur, parce que la vie est faite de hauts, de bas, Ouais. de difficultés, d'épreuves, mais notre façon de vivre ces hauts, ces bas, ces épreuves n'est pas la même quand nous nous connaissons, quand nous avons pensé nos blessures, quand nous nous aimons, quand nous sommes riches de cette connexion avec soi. On va alors développer une philosophie de vie qui permet de pouvoir traverser les épreuves. Aussi parce que le sens qu'on va donner à notre parcours de vie, le sens qu'on va donner à notre place ici, à cette époque du monde, sur Terre, si on trouve du sens à tout ça, pourquoi cette vie, pourquoi cette famille, pourquoi ce parcours qui est le mien, pourquoi j'habite dans ce pays, sur cette planète Terre, quand on commence à avoir des embryons de réponses, on commence à avoir le sens de tout cela, et là on peut être davantage en paix avec soi-même et vivre les choses avec plus de paix intérieure et un sentiment de sécurité intérieure. Et je trouve que ça, c'est... De nos jours, c'est quelque chose... C'est un trésor d'avoir ça en soi. C'est une chance inouïe que l'on s'offre. Merci pour cette masterclass grâce à toi. Moi, c'est à chaque fois pareil. Je te remercie. Déborah. Et puis, on se retrouve, nous, très bientôt. Et on invite toutes les personnes à laisser des commentaires, à partager notre format long, notre format court. Parce qu'on peut nous trouver aussi en format court. Et oui. À bientôt. À bientôt.